Les portes vitrées de l'hôtel Grand Luxe s'ouvrirent avec un léger bourdonnement, laissant pénétrer l'énergie vibrante de la ville. Paris était animé par les couleurs, les rythmes et cette énergie particulière qui ne pouvait appartenir qu'à une ville à la fois ancienne et constamment renouvelée. Les taxis klaxonnaient, les touristes s'agitaient, et des banderoles pour le Festival international du livre flottaient au-dessus des rutelles des cerfs-volants dans la brise. Parmi la foule constante de voyageurs se tenait un homme qui se déplaçait avec une autorité silencieuse. Vêtu d'un costume en lin bleu marine parfaitement ajusté, sa peau d'un brun profond étincelant sous les lumières dorées du hall, il marchait avec la prestance de quelqu'un qui avait passé une vie à se déplacer dans des pièces qui n'avaient pas toujours voulu de lui. Il s'appelait Élie Colin. Élie n'avait pas besoin de regarder autour de lui pour savoir que des regards se tournaient vers lui, il y était habitué. Non seulement à cause de qui il était, mais aussi de ce qu'il représentait. Auteur à succès, conférencier de renommée mondiale et activiste, il s'était exprimé sur des podiums de Johannesburg à New York, laissant une empreinte avec ses mots qui avaient secoué des systèmes et touché des cœurs. Pourtant, dans des moments comme celui-ci, il portait plus qu'une valise. Il portait l'histoire. La réceptionniste l'accueillit avec un sourire, reconnaissant déjà le nom sur la réservation. « Monsieur Colin, bienvenue au Grand Luxe », dit-elle en lui tendant la tablette pour l'enregistrement. « Nous sommes honorés de vous accueillir pour le festival. » Élie acquiesça chaleureusement, sa voix douce. « Merci. C'est agréable de revenir à Paris. » Mais avant qu'elle ne lui tende la clé de la chambre, une voix l'interrompit brutale, nasillarde et pleine de mépris. « Vous rigolez, là ?» Élie ne tourna pas la tête. Il n'en avait pas besoin. L'air derrière lui avait changé, se faisant soudain lourd d'arrogance. Deux hommes d'une quarantaine d'années, rouges comme des écrevisses, vêtus de polo et pleins de suffisance, s'approchèrent. Ils n'essayaient même pas de chuchoter. « On laisse vraiment n'importe qui ici maintenant », murmura le plus grand, assez fort pour que toute la réception l'entende. « Je veux dire, franchement, c'est un hôtel 5 étoiles. » La prise d'Élie sur la poignée de sa valise ne changea pas. Sa posture resta ferme. Mais quelque chose en lui, la partie qui avait déjà tout entendu, se réveilla en silence. La réceptionniste se figea, son sourire vacillant tandis que les deux hommes s'approchaient. Élie ne bougea pas. Il laissa la tension s'installer autour de lui, comme de la fumée montant avant la flamme, mais sans l'alimenter. Il avait depuis longtemps appris le pouvoir du silence, sa capacité à faire émerger la vérité. Le plus petit des deux hommes, chauve et bronzé, ricana bruyamment. « Je parie qu'il n'est même pas un vrai client. Il s'est perdu dans la rue. » La réceptionniste ouvrit la bouche pour répondre, mais Élie lui fit signe de la main de se taire. « Ce n'est rien, dit-il d'une voix calme et basse. Laissez-les parler. » Son ton n'était pas méprisant. Il était délibéré, mesuré. Il faisait comprendre à tous dans la pièce qu'il n'était pas ébranlé. Pas même un peu. « Vous savez ce qui se passe dans ce pays, » continua l'homme grand, la voix presque crachée. Les standards baissent. On ne peut même plus se sentir en sécurité dans un endroit comme celui-ci. Aucun affront, mon vieux, mais cet hôtel n'est pas fait pour des gens comme vous. Élie tourna enfin la tête pour les affronter. Son expression restait impassible, sereine, même. Il les observait comme un poète observe un conflit, non pas avec peur, mais avec l'intention silencieuse de comprendre à quoi ressemble la laideur lorsqu'on la voit de près. « Je crois que le personnel de l'hôtel peut confirmer ma réservation, » dit Élie d'une voix égale, se tournant à nouveau vers la réceptionniste. « On peut continuer. » Mais les hommes ne lâchaient pas l'affaire. « Sérieusement, » aboya le chauve. « Vous allez vraiment laisser ce type rester ici? Regardez-le. Allez, il ment clairement. » Ils s'approchèrent à présent, envahissant un espace où ils n'avaient pas été invités. « J'appelle la police, » annonça l'homme grand. « On verra ce qu'ils en disent quand ils arriveront. Nous verrons alors si vous êtes vraiment celui que vous prétendez être. » Des murmures s'élevaient parmi les clients de la réception. Un homme enregistrait la scène avec son téléphone. Une femme secouait la tête avec dégoût. Un membre du personnel se dirigeait discrètement vers le service de sécurité. Et pourtant, Élie restait immobile, solide comme une pierre et calme comme la mer. « Appelez-les, » dit-il doucement. L'homme grand sortit son téléphone en faisant un geste théâtral, comme s'il attendait des applaudissements. Il tapa sur l'écran de son téléphone avec des doigts tremblants, parlant fort avec l'opérateur des urgences. « Oui, j'ai besoin de policiers envoyés immédiatement à l'hôtel Grand Luxe, » dit-il en marchant devant le comptoir de la réception. « Il y a un homme suspect ici, il prétend être un client. Il harcèle le personnel et refuse de partir. » Élie ne broncha pas. Il maintenait son regard fixé sur la femme derrière le comptoir, dont les yeux allaient de lui aux deux hommes.
Elle semblait profondément offensée, ses mains agrippant nerveusement le bord du bureau. « Je ne refuse rien, dit Ellie, calme mais déterminée. J'ai simplement demandé à m'enregistrer dans la chambre que j'ai réservée et payée il y a des semaines. » L'homme plus petit se pencha en avant. « Arrête ton char. Tu utilises probablement le nom de quelqu'un d'autre. Ou une fausse carte de crédit. Tu crois pouvoir te fondre dans la masse avec nous ?» Ellie le regarda pas avec colère, mais avec quelque chose de bien plus perturbant, de l'empathie. Celle qui fait qu'un homme voit sa propre laideur lui être renvoyée en pleine figure. « Vous ne savez pas qui je suis, dit Ellie doucement. Ce n'est pas grave. Mais vous le saurez. » La sécurité apparut près de l'entrée, 2 agents en uniforme scrutaient la tension qui régnait dans le hall. L'un d'eux parla doucement dans son talkie-walkie. La réceptionniste, soulagée, leur fit signe. « Ces 2 clients perturbent le processus d'enregistrement, dit-elle, sa voix retrouvant enfin de la force. Monsieur Collin a une réservation confirmée. Pas eux. Pourtant, les hommes ricanèrent. On va voir ce que la police en pense. Je parie qu'ils verront à travers cette comédie. Ellie ne dit rien. Il se décala légèrement, offrant à la foule grandissante une vue plus claire. Il voulait laisser les gens voir ce moment, ce théâtre familier et brutal d'accusation et de dignité. Il s'était retrouvé dans des situations similaires auparavant. Et il savait attendre. Le son des sirènes se fit de plus en plus fort au loin, résonnant sur le large boulevard extérieur. Perçant la chaleur de l'après-midi, elles se faufilèrent entre les taxis klaxonnants et les trottoirs bordés de palmiers, puis s'arrêtèrent juste devant les portes vitrées de l'hôtel Grand Luxe. Un silence s'abattit sur le hall tandis que 2 policiers en uniforme entraient, scrutant la pièce de leurs yeux aiguisés et entraînés. L'homme blanc, plus grand, encouragé par ce spectacle, leva la main comme un élève pressé d'être appelé. « Officier. Par ici. » « C'est lui, juste là. » Ellie ne bougea pas. « Il cause des troubles, » poursuivit l'homme. « Il refuse de partir. Il prétend être quelqu'un qu'il n'est pas. » Les policiers s'approchèrent lentement, leurs yeux passant d'Ellie aux 2 hommes. L'un d'eux, un jeune agent au visage taillé à la serpe et au badge indiquant le nom de Souza, leva la main. « Monsieur, dit-il à Ellie sur un ton mesuré mais professionnel, puis-je vous demander votre nom ?» Ellie Collin, répondit-il d'une voix claire et en gardant la posture droite. J'ai une réservation sous ce nom. J'ai montré ma pièce d'identité au personnel. Je n'ai élevé la voix contre personne, je n'ai menacé personne, et je n'ai enfreint aucune loi. L'agent acquiesça et se tourna vers la réceptionniste. Pouvez-vous confirmer? Oui, répondit-elle rapidement. Nous avons déjà vérifié son identité et sa réservation. Ces autres messieurs, elle fit un geste vers les accusateurs, ont interrompu le processus et ont commencé à l'harceler. L'agent Souza se tourna à nouveau vers Ellie. Son front se fronça légèrement tandis qu'une lueur de reconnaissance traversait son regard. Il se pencha vers son partenaire et lui murmura quelque chose. Les yeux de son partenaire s'écarquillèrent. Ellie Collin. L'agent Souza s'éclaircit la gorge, se tourna à nouveau vers Ellie, cette fois plus formelle. Monsieur Collin, êtes-vous Ellie Collin? L'auteur de Les Pierres se souviennent? C'est bien moi, répondit Ellie, affichant un léger sourire. Parmi d'autres choses. Les policiers échangèrent un regard. Le ton dans la pièce changea. La confiance de l'homme commença à vaciller. Attendez, quoi? Quel est le rapport? Demanda-t-il, soudain moins sûr de lui. C'est nous qui vous avons appelé. Il est dangereux. Il a probablement escroqué son chemin jusqu'ici. Non, monsieur, répondit fermement l'agent Souza. Ce que vous avez fait, c'est un faux signalement. Et d'après ce que j'entends, vous avez peut-être commis un délit de haine. L'homme plus petit recula, les yeux fuyants. C'est fou. Vous prenez son parti? Nous ne prenons pas de parti, dit l'agent en se plaçant entre les hommes et Ellie. Nous faisons notre travail. Le hall sembla figé dans le temps. Les conversations cessèrent, les pas s'arrêtèrent, même la douce musique diffusée dans les haut-parleurs de l'hôtel semblait désormais lointaine, submergée par le poids de la vérité qui se déployait. L'agent Souza se tourna légèrement, ses yeux se rétrécissant alors qu'il regardait les 2 hommes à l'origine de l'accusation. Vous avez tous les 2 affirmé que cet homme se faisait passer pour quelqu'un d'autre, qu'il était agressif, et que le personnel de l'hôtel était en danger. Pourtant, le personnel dit le contraire. Il y a des caméras de sécurité ici. Des témoins. Vous comprenez la gravité d'un faux signalement à la police, n'est-ce pas? L'homme grand avala difficilement sa salive, ayant soudain l'air beaucoup plus petit. Nous pensions juste que... Que pensiez-vous vraiment? La voix d'Ellie intervint, pas forte,
pas en colère, mais pleine de ce calme dévastateur qui ne laissait aucune place à la fuite. Que je n'avais pas ma place ici? Qu'un homme comme moi ne pouvait pas se permettre d'être là où il était? Les hommes ne répondirent pas. Vous avez vu ma peau et décidé de raconter mon histoire à ma place, continua-t-il. Ce n'est pas un malentendu. Ce n'est pas de la peur. C'est de la haine déguisée en inquiétude. Les téléphones étaient désormais sortis. Des clients enregistraient, certains murmurant son nom les uns aux autres alors que l'information se répandait comme une traînée de poudre. Élie Colin, dit doucement quelqu'un. Il faisait partie de ce panel avec Desmond Tutu. C'est lui qui a écrit Laissez-moi respirer. Souza haussait le ton. J'aurai besoin de vos pièces d'identité, dit-il aux deux hommes, sa patience professionnelle commençant à s'amenuiser. Nous prendrons vos déclarations officielles au commissariat. L'homme plus petit tenta de protester. Nous ne savions pas qui il était. C'est bien là le problème, répondit froidement Souza. Vous n'avez pas pris la peine de le savoir. Un membre du personnel de l'hôtel s'approcha discrètement d'Élie et lui adressa un sourire chaleureux. Monsieur, nous vous avons surclassé dans une suite présidentielle. C'est de notre part. Et nous vous présentons nos excuses les plus sincères pour ce qui s'est passé ici. Élie acquiesça lentement, lui adressant un doux « merci », avant de se tourner à nouveau vers ceux qui avaient essayé de l'humilier. Vous vouliez me dévoiler, dit-il. Et finalement, vous vous êtes dévoilé vous-même. Alors que les policiers conduisaient les deux hommes vers la sortie, des murmures se firent entendre dans le hall, comme des vagues venant s'écraser sur le rivage. Certains clients applaudirent discrètement. D'autres regardaient simplement Élie, les yeux fixés sur lui, comme s'ils ne le voyaient pas seulement comme un homme, mais comme un reflet de quelque chose de beaucoup plus grand que ce moment. Élie ne sourit pas. Il ne jubilait pas. Il resta simplement là, aussi calme que jamais, laissant le silence parler en son nom. C'était le genre de pouvoir qu'il avait cultivé, pas celui qui rugit, mais celui qui refuse d'être déplacé. Il s'approcha à nouveau du comptoir, valise en main. La réceptionniste lui lança un regard qui n'était plus seulement professionnel, mais personnel aussi, rempli de regrets silencieux et de respect non exprimé. « Monsieur Colin, votre suite est prête », dit-elle en glissant une nouvelle carte clé sur le comptoir. « Sachez que cet hôtel est à vos côtés. Ce qui s'est passé ici ne reflète pas qui nous sommes. » Élie acquiesça. « Je vous remercie. » Il se tourna et se dirigea vers l'ascenseur, désormais flanqué de plus de regards qu'auparavant, certains remplis de honte, d'autres d'admiration. Un jeune homme d'accent grave, peine 20 ans, portant un badge de festival, s'avança timidement. « Excusez-moi, monsieur Colin, dit-il, la voix à la fois nerveuse et enthousiaste. Vos livres ont changé la manière dont je vois le monde. Grâce à vous, je fais des études de littérature. Je vous écoute et vous parle. Merci. Pour tout. » Élie lui lança un regard stable et lui adressa un petit hochement de tête chaleureux. Continuez à étudier. Le monde a besoin de nouvelles voix. L'ascenseur émit un « digne ». Lorsque les portes s'ouvrirent, Élie entra, enfin seul pour la première fois depuis le début de la tempête. Il appuya sur le bouton pour le dernier étage. Les portes se fermèrent doucement, écartant les chuchotements, les téléphones, les regards. Et dans le calme qui suivit, il laissa échapper le souffle qu'il retenait depuis longtemps. Pas parce qu'il avait peur. Mais parce qu'aujourd'hui encore, après tout son succès, après toutes ces années de lutte pour la justice, le poids de devoir prouver son humanité trouvait encore un moyen de se poser sur ses épaules. Mais aujourd'hui, il avait transformé ce poids en quelque chose d'autre. La suite d'Élie était tout ce qu'il avait imaginé, luxueuse, avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur la ville qui s'étendait à perte de vue, et la plage scintillante juste au-delà. Le bourdonnement lointain de Paris était atténué, mais ici, dans ce moment de solitude, il rappelait combien il avait parcouru. Il posa sa valise près du lit et se dirigea vers la fenêtre. Il regarda la ville tandis que le soleil commençait à plonger derrière l'horizon, projetant une lumière dorée et chaleureuse sur la ligne d'horizon. Il pensait déjà à l'avenir, à la prochaine conversation, au prochain livre, à la prochaine façon de lutter pour le changement. Mais soudain, son téléphone vibra sur la table de chevet. Au début, il l'ignora, trop fatigué, trop satisfait de ce rare moment de paix. Mais il vibra à nouveau, insistant, et l'écran s'illumina avec un nom qui fit battre son cœur plus fort, Maria. Maria Santos, son amie de longue date et camarade activiste. Celle qui avait partagé les premières lignes des manifestations et des sit-ins, celle qui avait aidé à organiser des conférences pour la justice raciale à travers le monde. Il prit son téléphone et répondit. « Salut, Maria. » « Élie, dit-elle, la voix chargée d'émotion, mais les infos. » Il fronça les sourcils, jetant un coup d'œil vers la télévision.
Pourquoi? Qu'est-ce qu'il se passe? Fais-moi confiance. Il attrapa la télécommande, ses doigts se déplaçant à présent plus vite. L'écran s'alluma. Flash info, incident à l'hôtel Grand Luxe, discrimination raciale exposée déclenche une indignation mondiale. Ellie regarda, captivée, les images du hall défilant et les images de la confrontation, des hommes qui l'accusaient, l'arrivée de la police, puis son nom annoncé à travers le monde. On pouvait voir des extraits de clients applaudissant, du personnel de l'hôtel s'excusant, puis les 2 hommes escortés hors de l'hôtel, menottés. Puis, les reportages prirent une tournure inattendue. Les médias du monde entier parlaient de l'impact de la présence d'Ellie à ce moment-là, comment son calme, son silence inébranlable, était devenu un symbole de défiance contre la haine. La voix de Maria se fit à nouveau entendre, plus douce cette fois, mais pleine de fierté. Ellie, tu vois? Tout cela est plus grand que toi. Ton combat touche les gens de façon que tu n'aurais jamais imaginé. Ellie avala difficilement sa salive, la poitrine serrée. Je ne voulais pas que ce soit à propos de moi, Maria. Je voulais juste enregistrer un hôtel. Et c'est exactement pour ça que c'est à propos de toi, répondit-elle. Parce que tu ne les as pas laissés te briser. Parce que tu t'es levé pour toi-même, et pour tous ceux qui ont été réduits au silence, qui ont été traités comme s'ils n'avaient pas leur place. Tu es en train de faire l'histoire, Ellie. Ce qui s'est passé à l'hôtel n'est qu'une partie de l'histoire. C'est tout ce pourquoi tu t'es battu, tout ce pourquoi nous continuons à nous battre. Ellie s'appuya contre la fenêtre, regardant la vaste étendue de Paris au-dessous de lui. Son cœur était lourd, mais il y avait aussi une certaine clarté désormais. Tout cela était plus grand que l'incident. C'était l'histoire d'un monde qui avait encore beaucoup à apprendre, et pourtant, c'était un monde qui pouvait changer, une conversation à la fois. Il savait que demain, les journaux parleraient de nouveau de quelque chose d'autre. Mais le combat, dans tout ça? Le combat continuerait. Et il continuerait à en faire partie. Ellie Cole, l'écrivain, l'activiste et l'homme qui était resté silencieux face à la haine, n'était plus seulement un nom sur une page. Il était devenu un symbole de quelque chose de plus grand. Le lendemain matin, Ellie se réveilla au son de son téléphone qui sonnait, tandis que la lumière vive du soleil inondait sa suite, comme si la ville était déjà impatiente de continuer à avancer. Il jeta un coup d'œil à l'heure, il était à peine 8 heures. Il avait à peine dormi, le poids des événements de la veille toujours présent dans son esprit. Mais ce n'était pas un poids de défaite, c'était autre chose, quelque chose qui l'avait maintenu éveillé et tourné dans ses pensées, et renforcé sa détermination. Il répondit au téléphone, encore à moitié dans les brumes du sommeil. Ellie? La voix de Maria était vive, mais urgente. Tu es en train de devenir viral. Partout. Le hashtag Ellie Cole Israel explose. C'est partout sur les réseaux sociaux. Ellie se redressa dans son lit, se frotta les yeux. Il pouvait entendre le bruit de la ville dehors, l'énergie bouillonnante de Paris, mais ses pensées étaient ailleurs. Qu'est-ce que tu veux dire par viral? Les gens partagent leurs propres histoires, expliqua Maria. Des histoires de discrimination, de racisme, d'être jugés pour ce qu'ils sont. Ils utilisent ton nom comme un cri de ralliement. C'est comme une réaction en chaîne, Ellie. Ton silence, ta dignité, ça leur donne le courage de parler. Ellie resta silencieux un moment, absorbant ses paroles. Il avait toujours su que le monde était prêt à écouter, mais cela, c'était différent. Ce n'était plus juste à propos de lui. Ce n'était plus juste un instant dans le temps. C'était le début de quelque chose qui pourrait résonner pendant des années à venir. Il se leva du lit et se dirigea à nouveau vers la fenêtre, observant la ville qui était rapidement passée des moments de calme d'hier à l'énergie fiévreuse d'aujourd'hui. Quelle est la prochaine étape? Demanda Ellie, sachant déjà la réponse. La voix de Maria se radoucit, un sourire compréhensif dans son ton. Tu continues à faire ce que tu fais de mieux. Écrire. Parler. Partager ta vérité. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, les gens sont prêts à l'entendre. Ellie hocha la tête, se détournant de la fenêtre pour se diriger vers le bureau dans le coin de la pièce. Son ordinateur portable y était posé, son écran éteint. Les touches l'attendaient, tout comme ses lecteurs l'avaient fait, tout comme le monde l'avait toujours fait. Il savait ce qu'il devait faire. Et cette fois, ce n'était pas seulement pour lui. C'était pour tous ceux qui avaient été écrasés, réduits au silence, ou ignorés. C'était pour chaque personne qui, comme lui, avait été faite pour se sentir inférieure à cause de la couleur de leur peau, de la forme de leur nom, ou du son de leur voix. Le monde lui avait donné une plateforme. Et maintenant, plus que jamais, il était temps de s'en servir. Ellie s'assit au bureau et alluma son ordinateur portable. Il saisit la première ligne avec assurance.
Il est temps d'arrêter d'attendre que le changement se produise. Il est temps de le faire advenir. Et les mots commencèrent à couler, plus vite, plus fort, plus urgent que jamais. Il n'était plus seulement un écrivain. Il était devenu un catalyseur. Élie passa les heures suivantes plongées dans l'écriture, ses doigts dansant sur les touches comme s'il n'y avait rien d'autre au monde. Le monde extérieur Paris, le festival, les milliers de personnes s'effaçaient au fond. Il n'y avait que lui et les mots, remplissant l'écran avec une urgence qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il entendait l'écho de sa propre voix dans sa tête, le même ton calme et inébranlable qu'il avait utilisé dans le hall de l'hôtel. La lutte pour la justice ne s'arrête pas. Elle ne fait que commencer. L'article qu'il écrivit ce matin-là n'était pas celui qu'il avait initialement prévu. Ce n'était pas le livre qu'il comptait terminer. Au lieu de cela, c'était un cri de ralliement. Un appel à l'action. Un message au monde que personne ne pourrait le faire taire, pas maintenant, pas jamais. Lorsqu'il eut terminé, le soleil se coucha à nouveau, la lumière dorée se déversant dans la suite comme la veille. Mais maintenant, Élie était un homme renaissant, un homme qui venait de livrer son cœur à des millions de lecteurs à travers un texte. Il savait que ce ne serait pas facile. Il savait qu'il y aurait des résistances, que certains tenteraient de rejeter ses mots ou de les détruire. Mais il savait aussi une autre chose, la vérité était de son côté. Et à la fin, cette vérité serait indéniable. Il appuya sur « Envoyer », observant l'article se propager dans l'univers numérique. Message aux silencieux, nous sommes tous des héros dans la lutte pour l'égalité. Il était désormais dans le monde. Ces mots n'appartenaient plus seulement à lui. Ils appartenaient à tous ceux qui avaient été rejetés, ignorés ou réduits au silence. Ils étaient pour ceux qui avaient fait face à la haine qu'il avait subie dans le hall de l'hôtel et chaque jour auparavant. Lorsqu'il ferma son ordinateur portable et s'affaissa en arrière, il entendit un coup à la porte. Il se leva, s'étira et ouvrit la porte pour trouver un jeune employé de l'hôtel qui lui apportait de la nourriture. « Monsieur Cole », dit l'homme, sa voix empreinte de respect et de bienveillance. « L'hôtel a voulu vous offrir ce petit cadeau. Nous regrettons profondément ce qui s'est passé hier. » Élie lui sourit chaleureusement. « Merci. J'apprécie beaucoup. » L'homme hésita, puis ajouta, « Monsieur, je voulais juste vous dire, je suis désolé. Je suis désolé pour ce qui s'est passé. J'avais trop peur de prendre la parole auparavant. » Élie le regarda, comprenant la honte silencieuse qui se lisait dans ses yeux. Il s'écarta pour le laisser entrer. « Ce n'est pas grave, dit-il doucement. L'important, c'est que vous parliez maintenant. Il n'est jamais trop tard. » L'homme hocha la tête et partit, laissant la porte ouverte derrière lui. Élie se tourna à nouveau vers la fenêtre, le poids de la journée toujours lourd sur sa poitrine, mais c'était désormais un poids différent. C'était le poids de la possibilité. Du changement. Des voix qui étaient enfin entendues. Il prit une profonde inspiration et se tourna vers son bureau. Il était prêt pour la prochaine étape. Il était prêt à parler encore plus fort. Le lendemain matin, Élie se réveilla au bruit de son téléphone qui vibrait sur la table de nuit. Il tendit la main groggy et regarda l'écran lumineux. Des dizaines de notifications, messages, mentions, retweets. L'article qu'il avait publié la veille était devenu viral. Mais ce n'était pas seulement l'article qui faisait le buzz, c'était tout ce qui s'était passé ensuite. Dans les heures qui avaient suivi la publication de son texte, sa boîte de réception avait été inondée de messages de soutien. Des lecteurs du monde entier partageaient leurs propres histoires de discrimination, racontant des moments où eux aussi avaient été jugés avant même d'avoir pu s'exprimer. Et pas seulement des gens qui lui ressemblaient, mais des gens de toutes origines, de tous âges et de toutes races. Tous ensemble, ils partageaient leurs douleurs, leur colère et leurs espoirs. Un message se distingua des autres. Il s'agissait d'une vidéo d'une jeune femme d'Afrique du Sud qui semblait avoir passé la nuit à organiser ses pensées. « Monsieur Cole », commença-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. « Je n'ai pas votre force. Je ne suis pas sûr d'y parvenir un jour. Mais sachez que vous m'avez donné le courage de parler. Je suis resté silencieux si longtemps, cachant ma vérité parce que j'avais peur que cela ne soit pas important. Mais après avoir lu vos mots, je vois maintenant que ma voix compte. Il n'est pas trop tard pour changer les choses. Il n'est pas trop tard pour prendre la parole. » Élie regarda la vidéo, son cœur se gonflant à la fois de fierté et de tristesse. Elle n'était pas seule. Les vannes étaient ouvertes et le monde commençait enfin à s'exprimer, comme il l'avait fait. Il posa le téléphone et se dirigea à nouveau vers la fenêtre, regardant la ville en contrebas. La vue n'avait pas changé depuis hier, et pourtant tout semblait différent. Le poids de l'histoire, le fardeau des siècles d'injustice, il n'était pas parti. Mais maintenant, il y avait quelque chose de nouveau dans l'air. L'espoir.
La possibilité. Le sentiment que peut-être, juste peut-être, le monde commençait à changer. Le festival allait commencer dans quelques heures, mais Ellie savait que les événements de la veille, dans le hall du Grand Luxe, n'étaient que le début de quelque chose de bien plus grand. Son nom n'était plus seulement associé à ses livres ou à son engagement. Il était en train de devenir un symbole de quelque chose de plus vaste, un mouvement. Un mouvement de voix longtemps réduite au silence, désormais levé en chœur. Ellie sourit pour lui-même, prit sa veste de costume et se dirigea vers la porte. Il n'allait pas seulement assister au festival. Il faisait désormais partie de quelque chose de beaucoup plus important. Et ce n'était que le début. Le grand ballroom du centre de conférence était rempli des murmures des conversations, du tintement des verres et du bruissement du velours et de la soie. Des centaines de personnes, écrivains, militants, penseurs et influenceurs se mêlaient, échangeant des idées et discutant des dernières tendances en littérature et en justice sociale. Mais malgré l'agitation autour de lui, Ellie Cole avait l'impression d'être plus centré qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Il n'était qu'un autre intervenant au festival. Un autre auteur, partageant son dernier ouvrage. Mais après les événements de la veille, la pièce semblait différente. Il se sentait différent. L'air même semblait chargé d'anticipation, comme si tout le monde attendait que quelque chose se produise. Maria lui avait bien expliqué la portée de ce moment. Ce n'est pas seulement ton discours, Ellie. Tu es désormais un phare. Les gens attendent de toi des réponses. De l'inspiration. Il n'avait pas totalement compris ce qu'elle voulait dire jusqu'alors. Lorsqu'il monta sur scène pour se placer derrière le podium, la foule se tut de façon presque surnaturelle. Il sentait le poids de leur regard, mais il n'y avait rien de hostile. Ce n'était pas un jugement, mais quelque chose de plus puissant. C'était quelque chose de plus puissant. C'était l'attente. Ellie ajusta le micro et s'éclaircit la gorge, balayant la salle du regard. Il vit des visages remplis de curiosité, d'admiration, et peut-être même d'un peu de peur. Les gens étaient encore en train de digérer ce qui s'était passé dans le hall du Grand Luxe. Ils avaient vu la vidéo. Ils avaient lu son article. Ils l'avaient vu se tenir droit face à la haine et en ressortir victorieux. Et maintenant, ils voulaient entendre ce qu'il avait à dire. Il prit une profonde inspiration, sentant les mots monter en lui. Je ne parle pas souvent de mes propres expériences, commença-t-il d'une voix ferme. En fait, je n'ai jamais voulu le faire. Je pensais que, peut-être, si je restais silencieux, je pourrais concentrer mon attention sur des choses plus grandes. Sur le travail qui compte, les mots qui doivent être entendus. Mais hier, quelque chose a changé. Et aujourd'hui, il faut dire quelque chose de plus. La salle était silencieuse, suspendue à chacun de ces mots. Vous voyez, j'ai passé ma vie à écrire pour le changement. Écrire pour ouvrir les esprits et les cœurs. Mais hier, j'ai compris que cela ne suffisait pas. Ce n'est pas suffisant de parler. Parfois, il faut faire plus. Il faut se tenir face à l'injustice et dire « je ne m'en vais pas », il faut rappeler au monde que nos voix comptent, même quand on tente de nous faire taire. Ellie marqua une pause, ses yeux parcourant la salle. Il pouvait voir l'impact de ces mots dans leur regard, la façon dont ils se penchaient en avant, l'attention qu'ils accordaient à ce qu'ils disaient. Chacun de nous porte une histoire, poursuivit-il. Et ces histoires méritent d'être entendues. Pas parce qu'elles sont pratiques. Pas parce qu'elles s'intègrent dans le récit de ceux qui détiennent le pouvoir. Mais parce que nous sommes tous des êtres humains. Nous méritons tous la dignité et le respect. Et tant que nous serons en vie, nous devons nous battre pour cela. Nous devons nous battre pour le droit d'être vus, entendus et valorisés. Il sentit son cœur battre plus fort dans sa poitrine, l'adrénaline le traversant. Il parlait non seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui avaient un jour été marginalisés, ignorés ou opprimés. Je me tiens devant vous aujourd'hui non seulement en tant qu'auteur ou militant, dit-il d'une voix forte, le regard droit devant lui, ses épaules carrées. Mais aussi en tant qu'être humain. Et je suis ici pour vous dire que nous ne sommes pas simplement un amas de lutte. Nous sommes une force de changement. Et ensemble, nous sommes irrésistibles. La salle se mit à applaudir. Ellie s'éloigna du podium, sentant le poids de l'instant s'installer dans ses os. C'était pour ça qu'il écrivait. C'était pour ça qu'il se battait. C'était pour que leur voix, et la sienne, ne soient plus jamais réduites au silence. Après le discours d'Ellie, l'énergie dans la salle ne s'estompa pas. Elle devint même électrique. Les conversations explosèrent, les gens lui tapèrent dans le dos et les journalistes se précipitèrent pour lui demander des interviews. Mais Ellie, dans sa confiance tranquille habituelle, détourna la plupart de l'attention. Il n'avait pas besoin de leurs éloges. Ce qui comptait, c'était l'effet d'entraînement que ses paroles avaient déclenché.
Maria le retrouva debout près des grandes fenêtres, observant la ville. Le soleil couchant peignait la ligne d'horizon de nuances orange et rose. « Tu as été brillant, lui dit-elle, sa voix emplie de fierté. Élie sourit faiblement, puis secoua la tête. « Je n'ai pas fait tout cela pour recevoir des applaudissements. Ce n'est que le début. C'est le point de départ. Le vrai travail commence maintenant. » Maria l'observa, sentant la gravité dans son ton. « Tu sais que tes mots touchent au-delà du festival, n'est-ce pas? Il y a déjà des discussions sur un mouvement mondial. Tu es devenu le visage de quelque chose de bien plus grand qu'un simple discours, Élie. Les gens s'organisent. Ils se mobilisent. Ils demandent comment ils peuvent t'aider. » Élie hocha la tête. Il le savait. Il sentait le poids de tout cela, mais cela ne le submergeait pas. Cela le motivait. Il se tourna vers elle. « C'est exactement pour cette raison que je dois être prêt. Ça fait des années que je parle, mais maintenant, le monde écoute. Et ils attendent des actions. Je ne me limite plus à l'égalité. Je parle de changer le système. Je parle de rendre responsables ceux qui détiennent le pouvoir. Je parle de construire un nouveau monde. » Maria sourit doucement, compréhensive. « Tu as toujours été écrivain, Élie. Mais aujourd'hui, tu es devenu un leader. » La vérité de ces mots s'imprima en lui au fur et à mesure que la nuit tombait autour de lui. Les conversations, les interviews, la couverture médiatique, tout pointait vers une réalité indéniable, l'histoire de ce qui s'était passé au Grand Luxe dépassait le cadre d'un simple affrontement dans le hall d'un hôtel. C'était quelque chose de beaucoup plus significatif. Il s'agissait du refus de la société de reconnaître et d'affronter les réalités quotidiennes du racisme, de la discrimination et des inégalités. Plus tard dans la soirée, Élie retourna dans sa suite, fatigué mais déterminé. Il savait que le matin suivant, lorsqu'il sortirait de l'hôtel, le monde serait là, l'attendant. Il serait tentant de se détourner de tout cela, de se retirer dans le confort de ses mots et de ses livres. Mais Élie n'était plus cet homme. Il était prêt pour le prochain chapitre. Il s'assit à son bureau, les doigts impatients de prendre la plume. Il avait un livre à terminer, mais désormais, ce n'était plus seulement l'histoire de sa vie. C'était l'histoire de chaque personne à qui on avait dit qu'elle n'avait pas sa place. C'était l'histoire de la lutte pour la justice, pour l'humanité, pour le changement. Le soleil s'était couché, mais le travail ne faisait que commencer. Le matin suivant son discours, la ville de Paris semblait différente. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres de la suite d'Élie avec une clarté presque prophétique, projetant de longues ombres sur les rues en contrebas. C'était comme si le monde avait attendu ce moment de changement, et maintenant qu'il était arrivé, tout semblait s'aligner. Pourtant, malgré ce sentiment surréaliste, Élie savait que ce n'était que le calme avant la tempête. Élie avait déjà reçu des dizaines de demandes d'interviews, d'apparitions en tant qu'invité et de collaboration. Le hashtag #IllyColisReal continuait de faire le buzz à l'échelle mondiale, suscitant des forums en ligne, des discussions et des pétitions pour soutenir l'égalité raciale et la justice. Mais en consultant son téléphone, il constata que le nombre impressionnant de messages ressemblait davantage à un appel à l'action qu'à une célébration. Le monde regardait, mais il parlait aussi. Les gens avaient vu l'injustice. Ils avaient été témoins du courage dont il avait fait preuve. Et ils exigeaient un changement. Mais au milieu du bruit et de la tension, Élie comprenait une chose, le véritable test ne résidait pas dans les applaudissements ou les vidéos virales, mais dans la manière dont il pourrait utiliser cette dynamique pour provoquer un véritable changement durable. Lorsqu'il entra dans le hall de l'hôtel, il fut accueilli par beaucoup des mêmes visages qui avaient assisté au chaos la veille. Le personnel lui adressa des hochements de tête polis, certains avec de la gratitude dans les yeux. Élie était devenu un symbole pour eux, ainsi que pour les invités qui avaient observé la scène depuis les coulisses. Un homme accusé, harcelé et rejeté, qui avait pourtant retourné la situation grâce à sa dignité, sa force et la vérité. Il n'était plus seulement un auteur. Il était un phare, une représentation de tous ceux à qui on avait dit qu'ils n'avaient pas leur place. Lorsqu'il quitta l'hôtel, une petite foule se rassembla autour de lui. Journalistes, militants, fans, tous étaient impatients de lui parler. Le soleil était chaud, et l'air était lourd d'anticipation. Il pouvait sentir le poids du moment sur ses épaules, mais cela ne lui paraissait pas être une charge. Cela ressemblait plutôt à une responsabilité. Monsieur Cole appela un journaliste, brandissant un micro. « Comment envisagez-vous d'avancer maintenant que votre message a résonné à l'échelle mondiale ?» Élie marqua une pause, la foule devenant plus silencieuse alors qu'elle attendait sa réponse. « Le message, dit-il d'une voix calme mais ferme, n'a jamais changé. Nous devons affronter les systèmes qui perpétuent le racisme, l'inégalité et l'injustice.
Hier, j'étais un homme dans un hall d'hôtel. Mais aujourd'hui, je fais partie d'un mouvement mondial. Nous devons continuer à parler, à lutter, à exiger un monde où chacun est traité avec dignité et respect. La foule murmura, la portée de ses paroles imprégnant l'air. Il pouvait voir les gens hocher la tête, certains les yeux remplis de larmes. Ce n'était pas qu'une interview. Ce n'était pas qu'un extrait destiné aux médias. C'était l'histoire qui se déroulait sous nos yeux. Élie monta dans la voiture qui l'attendait, son cœur battant encore fort après leur échange. Maria était assise à ses côtés, silencieuse. « Tu l'as fait » dit-elle doucement, la fierté dans la voix. « Ce n'est pas fini » répondit Élie, les yeux rivés sur la fenêtre. Ce n'est que le début. La route qui s'ouvrait devant eux ne serait pas facile. Il y aurait des obstacles, des réactions négatives, et encore d'autres batailles à mener. Mais Élie savait une chose avec certitude, le monde avait déjà commencé à changer. Et il ne reviendrait jamais en arrière. Alors que la voiture traversait les rues de Paris, Élie se laissa pour la première fois depuis longtemps envahir par un sentiment de paix. La lutte pour la justice était longue, mais elle avait maintenant plus d'élan que jamais. Et cette fois, ce n'était pas un seul homme qui était en première ligne. C'était un mouvement. Les jours se transformèrent en semaines, et les yeux du monde restèrent fixés sur Élie Cole. Ce qui avait commencé comme un moment singulier de confrontation dans un hall d'hôtel de luxe s'était mué en un mouvement mondial, alimenté par ses mots et l'afflux de soutien qui s'ensuivit. Mais pour Élie, la victoire ne résidait pas seulement dans la célébrité virale ou les messages de soutien. Elle résidait dans le changement qu'il commençait à voir se déployer, aussi minime fût-il. Il voyagea de ville en ville, donnant des discours lors de conférences, rencontrant des responsables politiques et des organisations de défense des droits humains, et participant à des tables rondes. La couverture médiatique était incessante, parfois accablante. Mais Élie n'était pas là pour les projecteurs. Il était là pour changer le cours des choses, pour contraindre les gens à s'attaquer au système d'oppression qui avait maintenu tant de voix silencieuses pendant si longtemps. Maria, qui était non seulement devenue sa plus proche confidente, mais aussi sa partenaire stratégique, était toujours à ses côtés. Elle gérait son emploi du temps, répondait aux demandes et veillait à ce qu'il reste concentré. Elle connaissait suffisamment Élie pour comprendre que, même s'il s'épanouissait en ayant un impact, une attention constante pouvait l'épuiser. Un soir, après une journée particulièrement épuisante d'interviews et de conférences, ils se retrouvèrent dans un café tranquille de Sao Paulo, loin des regards curieux des caméras. Élie s'était enfin accordé un moment pour souffler, appréciant l'ambiance de ce lieu faiblement éclairé et le doux cliquetis des tasses de café. Ici, le poids du monde semblait un peu plus léger. « Tu fais plus que ce que tu réalises, Élie » dit Maria, rompit le silence. Les répercussions sont réelles. J'ai entendu des militants locaux et des membres d'organisations de base dans de petites communautés. Ils disent que ton histoire et ta voix les incitent à prendre leur propre position. Élie but une gorgée lente de son café, son regard lointain tandis qu'il songeait à ses paroles. Il appréciait cette reconnaissance, mais savait aussi que le véritable changement ne résidait pas dans les grands discours ou l'attention des médias. Il résidait dans ce qui se passait après que les projecteurs se fussent éteints et que les applaudissements se fussent dissipés. « Je sais, dit-il doucement. Mais cela ne suffit pas encore. Pas encore assez. » Maria lui lança un regard compréhensif. Elle l'avait vu lutter contre ce sentiment auparavant, l'idée que, peu importe jusqu'où il irait ou ce qu'il accomplirait, cela ne serait jamais suffisant. Mais elle savait aussi que c'était ce qui le poussait à aller de l'avant. « Tu as raison, répondit-elle. Mais n'oublie pas tout ce que nous avons accompli. Le monde est différent grâce à toi. » Élie s'inclina légèrement en arrière dans sa chaise, ses doigts traçant le bord de sa tasse de café. Son esprit était toujours en train de travailler, toujours en train de planifier la prochaine étape de la lutte pour la justice. Le mouvement grandissait, oui, mais il devait être soutenu. La véritable mesure du succès ne résiderait pas dans les moments viraux, mais dans les changements à long terme qui s'ensuivraient. En regardant autour de lui dans le café, il vit des gens mener leur vie, sans savoir le combat qu'il venait de mener ni celui qui restait à venir. Mais il savait que ce combat n'était pas seulement le sien. C'était pour tout le monde. Chaque personne à qui on avait dit que ses rêves n'étaient pas importants, chaque âme qui avait ressenti la morsure du préjugé, chaque voix réduite au silence par la peur. Il se battait aussi pour eux. Parfois, dit Élie, brisant à nouveau le silence, je me demande si j'en suis assez pour faire la différence que je veux voir. Mais ensuite, je me rappelle, ce n'est pas juste une question personnelle. C'est à propos de nous tous. C'est à propos de créer un monde où personne n'a besoin de se poser cette question. Un monde où chaque voix compte. Maria lui sourit. C'est pour ça que tu mènes ce combat.
parce que tu comprends ça mieux que quiconque. Elia resta un moment dans le silence, le poids de tout cela s'installant en lui. Ce n'était pas simplement l'histoire d'un homme qui se levait face à l'injustice. C'était l'histoire de millions de personnes se rassemblant et des voix ignorées s'élevant ensemble. C'était le début d'un mouvement qui prendrait des années à se former, mais qui, à la fin, changerait tout. La route serait longue et difficile. D'autres batailles seraient à mener, d'autres systèmes à démanteler, d'autres vies à impacter. Mais Elia n'avait pas peur. Il s'était lancé dans ce combat avec tout ce qu'il avait, et il était prêt à rester aussi longtemps que nécessaire. Parce qu'à la fin, ce n'était pas seulement sa voix que le monde devait entendre, mais aussi celle de tous ceux qui avaient été relégués aux marges. Et ensemble, ils feraient bouger les choses dont le monde avait tellement besoin. Le mouvement ne cessait de grandir et ses racines s'enfonçaient profondément dans les communautés du monde entier. La voix d'Elia, autrefois confinée aux pages de ses livres et aux murs des auditoriums bondés, était devenue le cri de ralliement d'une génération engagée pour la justice. Les conversations ne portaient plus seulement sur sa victoire personnelle, mais sur un combat collectif pour un monde meilleur. Au fil des mois, Elia se retrouva à travailler avec des militants, mais aussi avec des législateurs, des éducateurs et des leaders communautaires. Ensemble, ils organisaient des manifestations pacifiques, faisaient pression pour des changements de politique et créaient des espaces où les gens pouvaient partager leurs histoires et expériences. Mais Elia savait que le véritable défi était toujours présent. La lutte pour la justice devait être constante, et cela nécessiterait plus que des mots. Un jour, alors qu'il rencontrait une coalition de leaders à New York, Elia reçut un appel qui fit accélérer son cœur. C'était un message de Maria, qui venait d'apprendre qu'elle était invitée à prendre la parole lors de la prochaine Assemblée générale des Nations unies. Il voulait qu'il s'adresse aux dirigeants mondiaux pour parler d'égalité raciale et de droits de l'homme. L'invitation semblait irréelle, mais tandis qu'Elia y réfléchissait, il réalisa que cela faisait des années qu'il se préparait à ce moment. Ce n'était plus seulement à propos de lui, mais aussi à propos des millions de personnes qui s'étaient unies à lui et dont la vie avait été touchée par le travail qu'ils avaient commencé ensemble. C'était la prochaine étape. Et cela n'avait jamais semblé aussi important. Mais alors qu'il s'assoit, plus tard ce soir-là, stylo en main, pour préparer son discours à l'ONU, Elia repense à tout ce qui l'a mené là. Il repensa à la nuit passée à l'hôtel Grand Luxe, à la haine et à la peur auxquelles il avait été confronté. Il repensa au moment de doute où il se demandait si ces mots avaient vraiment de l'importance. Et maintenant, avec le monde à ses pieds, il comprenait, ce n'était jamais à propos de ce qu'il pouvait accomplir seul. Cela avait toujours été à propos de ce qui pouvait être accompli lorsque les gens s'unissaient pour une cause commune. Alors qu'il écrivait, ces mots prenaient un sens profond, une conviction qu'il ignorait jusqu'alors. Il ne s'adressait pas seulement aux dirigeants du monde, il s'adressait à chaque personne à qui on avait dit qu'elle n'avait pas sa place, à chaque personne poussée sur le côté. « Nous ne sommes pas ici pour être invisibles », écrivit-il. « Nous ne sommes pas ici pour rester silencieux. Nous sommes ici pour construire un monde qui reconnaisse notre valeur, où nous ne sommes plus définis par la couleur de notre peau ou les barrières que d'autres placent devant nous. Nous sommes ici pour lutter pour un monde où la dignité est un droit, et non un privilège. » Le jour de l'Assemblée générale arriva, et Elia se tenait devant les dirigeants mondiaux, affichant un calme olympien. Le monde l'observait, mais plus encore, l'écoutait. Et pour la première fois, Elia ressentit une véritable paix. Ce n'était pas parce que le monde avait changé, mais parce que la conversation avait commencé et elle ne s'arrêterait plus. Son voyage n'était pas terminé. À bien des égards, il ne faisait que commencer. Mais il savait maintenant que le changement était possible, non pas grâce à une seule personne, mais grâce aux innombrables voix qui s'étaient jointes à la sienne. Le mouvement n'appartenait plus qu'à lui. Il était celui de tous. Lorsque les applaudissements résonnèrent dans la salle ce jour-là, Elia ne put s'empêcher de sourire, sachant qu'un nouveau monde était en train de naître, un monde où les voix des ignorés avaient enfin l'espace qu'elles méritaient. Et cette fois, ces voix ne seraient plus jamais réduites au silence.